Et voici le dispositif. Martial You, vous êtes avec nous. Vous avez passé l'un des plus mauvais week-ends puisque vous avez chiffré, déchiffré. Il m'appelait à 10h, à 11h. Oui, mais là, plus de l'indexation. Mais au moins, on va pouvoir être très précis. J'espère. Puisque notre première thématique, ça sera les salaires. J'ai demandé à Olivier Dauvert d'être avec nous. Quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de courses, évidemment. C'est ce qui centralise les augmentations. Et comme vous connaissez parfaitement tout ça, vous allez nous donner les répercussions ou non des salaires, des augmentations possibles. Une petite mise en perspective. Durant 1 heure, nous parlons de salaire, exclusivement de salaire. Alors, le SMIC, le net pour le salarié actuellement, combien cela coûte à l'employeur et quelles sont les différentes augmentations depuis les dernières années? Alors, le SMIC a cette particularité de ne pas être très chargé pour le patron, mais on va dire que vous avez aujourd'hui en net 1398 € sur le SMIC, une soixantaine d'euros de charges patronales. Et pour se rendre compte un tout petit peu, il faut savoir que ce SMIC était à 1218 € net en 2020. Donc depuis, on va prendre l'élection d'Emmanuel Macron, 2017, c'est un SMIC qui a progressé de 19%. Alors, Éric Coquerel, vous avez fait la plus forte proposition en matière de salaire, puisqu'on parle donc de 1600 €. Ma première question, et n'y voyez pas de malice, c'est pourquoi 1600? Ça aurait pu être 1500, 1700, parce que vous avez fait un calcul précis sur l'impact que cela pourrait avoir? Oui, puis parce qu'on a la tradition de reprendre les revendications des syndicats les plus importants de ce pays. Donc c'était 1600 € net. Je dois préciser une chose, l'augmentation dont vous parlez, c'est pas en salaire réel, c'est-à-dire c'est hors inflation. C'est-à-dire que l'inflation a rattrapé. Voilà, mais c'est important de le dire. Le SMIC suit l'inflation. Donc c'est important de dire que c'est hors inflation pour les salaires en général. Bon, nous, globalement, notre vision des choses, c'est que ce qui marque le macronisme depuis 2017, c'est que il y a eu un transfert très important du travail vers le capital. C'est-à-dire qu'avec des mesures fiscales qui ont été prises, qui ont avantagé les 1% les plus riches et surtout, en réalité, les actionnaires, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais avec la flat tax, qui est une imposition par exemple, qui plafonne à 30% les revenus du capital et qui donc provoque une très grande différenciation avec l'imposition des revenus du travail, avec différentes mesures. On assiste, par exemple, depuis 2017, à un doublement des dividendes des rachats d'actions, qui est la part du profit qui va directement dans les poches des actionnaires, pas dans l'emploi, pas dans l'investissement. Et par rapport à ça, les salaires réels nets moyens depuis 2017 ont baissé de 2,5%. Essayons de voir maintenant comment on peut mettre ça en place, monsieur Coquerel. L'idée, c'est de remettre de l'argent dans le travail, d'accord, du travail. Ça dopera la consommation populaire, c'est ce qui est une des principales, moteurs de la croissance en France depuis longtemps. Puisqu'on va, il y aura un cycle vertueux qui va se mettre en place. Donc 1600 € net. Ça, c'est la mesure que nous pouvons prendre en tant que gouvernement. Vous savez qu'on ne peut pas agir sous les salaires. Et puis, une grande conférence sociale avec les partenaires sociaux pour essayer d'impulser une progression des salaires qui ont, je le rappelle, baissé de manière vis-à-vis de l'inflation depuis quelques années. Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, j'augmente le SMIC. Est-ce qu'il y a des répercussions sur les prix? Comment ça va se passer au quotidien? Alors, la théorie de la France insoumise et de ses alliés, en l'occurrence avec M. Coquerel, c'est de dire, si on augmente le SMIC de 200 €, on met 200 € de plus dans la machine économique et les consommateurs, puisqu'en général, à ce niveau de vie-là, on dépense ce qu'on reçoit en plus, on ne le met pas sur ses placements financiers, sur un livret A, que sais-je encore. La question, M. Coquerel, néanmoins, c'est quand même de considérer que si ces 200 € reviennent à la consommation, une partie vont quand même partir ailleurs et notamment vers les pays qui nous fournissent, en l'occurrence pour les biens d'équipement de la personne, les biens d'équipement de la maison, le mobilier, l'électronique, que sais-je encore, mais aussi malheureusement pour une partie de l'alimentaire, ça part à l'étranger et notamment par exemple dans des usines chinoises. Comment on fait pour que ces 200 € que vous injectez dans les salaires se retrouvent dans la consommation de produits qui font travailler in fine des salariés français en France? Je suis bien content que vous abordiez cet aspect parce que c'est effectivement fondamental. Alors déjà vous affirmez et vous me une partie de ces 200 € iront dans la consommation. Et en général, les bas salaires, puisque le SMIC est un bas salaire, d'ailleurs, pour juste augmenter le SMIC, ça permet justement de le différencier par rapport aux minima sociaux. Ça, c'est pour répondre à mon collègue, peut-être futur collègue En Marche. Bien, donc, ce que je ne souhaite pas à Louis Boyard. Donc, pour vous répondre là-dessus, une grosse partie de la consommation, en réalité, par exemple, c'est au niveau des produits d'alimentation, c'est une très large part des revenus de quelqu'un qui est au SMIC, c'est au niveau du logement, c'est au niveau de l'énergie, donc toutes choses qui ne sont pas des produits exportés. Bon. Et par ailleurs, nous mettons en place un mécanisme
dans les 5 ans qui arrivent, qui est notamment une taxation sur tous les produits importés, d'accord, au kilomètre, notamment sur les produits qui sont importés et qui ont été fabriqués dans des conditions sociales et écologiques qui ne sont pas acceptables. Ça compatible avec l'Europe. Comment ça existe déjà en Europe. Hein. Alors, nous le proposons, alors, je vous le dis, nous le proposons au niveau européen, mais ce que nous disons, c'est que c'est plus possible, c'est la raison Mais le proposer, on s'oppose. Monsieur Coquerel, il y a une différence entre le proposer et le faire accepter, parce que mais je vais vous souvent on répondre. négociera, Je vais vous répondre. oui. Nous le proposons au niveau européen. Si ce n'est pas appliqué au niveau européen, nous prenons des dispositions pour protéger notre industrie, pour protéger nos produits qui sont, exactement comme d'ailleurs le monde de l'agriculture, qui sont fabriqués à des coûts sociaux et écologiques évidemment supérieurs par rapport On sera à puni. Comment ? Les pays à qui vous allez faire ça vont faire la même chose. Mais figurez-vous, qu'est-ce que font à votre avis les États-Unis et la Chine ? Est-ce qu'à un moment donné, on peut être un peu moins naïf et un peu moins stupide, c'est-à-dire accepter un espèce de libre-échange qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'industrie et l'économie en Europe laissent ouvert à peu près l'entrée de tous les produits, d'ailleurs, favorisent des accords de libre-échange qui vont augmenter ça, et que ces pays-là, eux, se protègent. Donc on est trop gentil, en fait. Je vous le dis, bien sûr qu'on est vous trop pouvez gentil. pas, vous pouvez Je pas vous le dis, l'appliquer. on ne peut pas, surtout quand même, en plus de ça, très souvent, ce sont en réalité les mêmes entreprises qui vont exporter, qui vont délocaliser, souvent d'ailleurs en Europe, entre parenthèses, d'ailleurs ce qui est aussi un problème, pour pouvoir réimporter avec des coûts socio-écologiques. Donc ça, il faut cesser. Pourquoi il faut cesser ? Parce que sinon, on pourra toujours courir derrière, on aura le problème fondamental d'avoir, contrairement à ce qui est dit, nos emplois industriels qui baissent, et ils baissent en proportion depuis des années. Un mot de Martial Liu et ensuite Loïc Signor pour respecter les temps. Par rapport à ce que dit Éric Coquerel, ce que vous expliquez est faisable au niveau européen, je ne vois pas comment ça se fait au niveau national. Donc ça, c'est quand même un premier problème, rien que par rapport aux règles qui régissent la vie en Europe. Ensuite, moi, je me souviens, avec un SMIC à 1 600 € d'un des candidats de gauche qui s'appelait Benoît Hamon, qui avait parlé d'une taxe robot. Là, vous réinventez pour moi la taxe robot dans la mesure où, si vous rendez le SMIC à 1 600 €, c'est-à-dire une main-d'œuvre très chère, il y a deux conséquences en général. C'est soit on produit effectivement dans un autre pays, soit on embauche des robots, Alors, ça écoutez, coûte moins cher. Il faut savoir ce qu'on veut, d'accord ? Parce que soit on me dit les salaires sont pas assez importants, il faut faire en sorte que le travail paye mieux, d'accord, notamment par rapport aux minima sociaux, mais on ne peut pas avoir deux discours. Donc nous disons oui, il faut mieux payer les gens, par le SMIC, vous avez compris que, et toute la logique, toute l'histoire montre que c'est la réalité, c'est un effet d'entraînement sur les salaires, en général, bon, et donc on ne peut pas avoir deux discours. Donc nous, on dit que le travail doit mieux payer. Monsieur Coquerel, Et il faut que je aujourd'hui- te laisse parler. Non, mais à un moment donné, je vais être obligé de vous arrêter complètement. Ce qui coûte trop cher aujourd'hui, ce qui coûte trop cher à notre pays dont on n'a plus de moyens, c'est ces dizaines de milliards d'euros qui partent en dividendes chaque année et qui doivent être redistribués dans le travail. C'est ça qu'on veut faire. Et si on doit vraiment rester sur ce SMIC à 1600, quand vous entendez, ça va créer 500 000 chômeurs supplémentaires, qu'est-ce que vous répondez ? C'est faux. Notre programme va créer des emplois. Donc les experts, les économistes, chacun en a. Donc les économistes ne sont pas objectifs comme ça. Bon, donc mettons ça de côté. Moi, je crois qu'il y a eu un débat que M. Rossignol a abordé que je trouve très intéressant. Voilà. Monsieur Il y a eu une philosophie- Monsieur Signor. Oui, bien sûr. Non, vous avez dit Rossignol. Rossignol. Ça, c'est chez vous. C'est Madame Rossignol. D'accord. Et vous, c'est Monsieur Signor. Signor. Ah bah, écoutez, au bout d'une demi-heure, on va essayer de savoir qui est qui. Est-ce que je peux vous représenter tous Je vous ai fait dire deux fois votre nom. C'est excellent pour vous, excusez-moi. Aux gens Mais on avec se qui on connaît débatte, peu et encore. Monsieur Coquerel. Alors allons-y. Voilà, monsieur Cyr, c'est que qu'est-ce que propose à la fois la majorité et le Rassemblement national? De ce point de vue-là, ils ont le même programme. C'est d'augmenter les salaires nets en prenant sur les cotisations. C'est le principe de la prime. Il y a la Cour des comptes qui vient de pointer ces difficultés il y a quelques temps. D'accord, la Cour des comptes, c'est pas France Insoumise. Et qui dit qu'à force de faire ça, d'abord il y a des effets d'aubaine, c'est-à-dire que comme c'est défiscalisé, pas de cotisation, les chefs d'entreprise qui pourraient augmenter les salaires ont tendance à prendre la prime Macron, ça c'est documenté, et vous avez moins de cotisation. Alors il faut savoir ce qu'on veut, parce que s'il y a moins de cotisation à la fin, il n'y a plus le système social français de sécurité sociale, de la retraite, etc. Donc c'est déjà un premier choix. Nous nous opposons à ça, nous disons que les salaires, y compris bruts, doivent suivre, parce que c'est ce que nous appelons du salaire socialisé, c'est-à-dire du salaire que nous avons mis en commun pour assurer la concentrons-nous sur votre proposition. Non mais attendez, c'est très important comme différence, parce que si vous augmentez sans arrêt les primes dans les entreprises, vous n'avez plus de quoi, et je le dis à vos auditeurs, vous payez la sécu, vous payez la retraite, etc. Deuxième chose, et c'est notre deuxième aspect pour répondre à la dame qui a très bien posé le débat. Aujourd'hui en France, il y a 223 milliards d'aides aux entreprises entre les exonérations et les aides directes de l'État. 223 milliards. C'est largement le plus gros budget de l'État en termes de dépenses. Nous,
elles sont très largement non conditionnées, non critériséées. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va prendre les entreprises, et très franchement, on affine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont concernés en réalité, qui vont avoir du mal à passer ce cap de 1 ou 2 ans, où le SMIC va augmenter pour ces entreprises, ou les salaires, en attendant que la demande soit plus importante. Vous allez les aider. Et on va les aider, on va prioriser ça, plutôt par exemple... Est-ce qu'elles devront rembourser cette... Je vous réponds, plutôt que d'aller aider, par exemple, des entreprises qui vont verser en dividende une partie des aides de l'État. Voilà ce que nous allons faire. Donc on va réorienter en réalité les aides aux entreprises. Monsieur Coquerel, pour que ça soit bien concret, qui créent du travail. Parce que je ne suis pas un journaliste économique. Est-ce que ça veut dire que vous prenez à la grosse entreprise type Vuitton, etc. C'est pas qu'on va lui prendre, c'est qu'on va arrêter de elle va être imposée plus. On va, alors oui, ça déjà. Et vous allez le donner aux petits qui ne peuvent pas payer. Vont être plus imposés, on va revenir sur les cadeaux, mais surtout, on va orienter la grande masse d'aides aux entreprises vers celles qui augmentent les salaires, vers celles qui créent de l'emploi, etc. On va faire un cercle vertueux, voilà comment nous allons faire. Si je prends l'hôtellerie-restauration, la marge que fait un restaurateur, c'est 14%. Voilà ce qui lui reste à la fin. Quand il vend 100 €, il lui reste 14 €. Si on augmente le SMIC de 1400 à 1600, ça fait 14% de hausse. Donc en fait, tout son bénéfice et toute sa marge est bouffé d'un seul coup. Donc c'est quand même un peu compliqué que ce soit aussi brutal. C'est ça que je veux dire. Sauf que M. Coquerel, lui, semble dire, comme ils vont gagner plus, ils vont aller plus à l'hôtel, donc il aura plus de chiffre d'affaires. En attendant, justement dans le commerce, on va les aider. Parce que vous avez raison de citer le commerce, c'est un des secteurs. On va les aider. Et comment vous les aidez? Écoutez-moi bien ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, il y a 223 milliards d'euros en global. Il se trouve qu'on aide des entreprises, qui versent des dividendes de manière pléthorique. Ces entreprises, on ne les aidera plus et on va davantage aider les entreprises du commerce. Alors, elles partiront, ces entreprises, elles partiront ailleurs, tout simplement. Elles ne créent pas d'emplois plus. Ah bon? Aucune étude ne montre qu'avec la politique de compétitivité, y compris les études de France 2 millions d'emplois supplémentaires en 7 ans. Mais ça n'a aucun rapport avec cette politique-là. Mais bien sûr que ça a un rapport. Il y a toutes les études Monsieur Hollande n'a pas pu se représenter devant les Français parce qu'il avait en même temps, messieurs, sur l'emploi. Monsieur Hollande avait échoué sur l'emploi. Mais vous documentez sur l'emploi. Mais s'il vous plaît. Mais monsieur Coquerel. Alors, Olivier Dauvert prend la parole une seconde. Je voudrais poser une question à Éric Coquerel. On va prendre un exemple précis. Parmi ceux qui nous écoutent, il y a des petits patrons d'entreprise ou des salariés dans ce qu'on appelle des micro-entreprises. Ça pèse 20% des emplois salariés en France. Donc on a une chance sur 5 que ceux qui nous écoutent soient concernés par ça. J'ai un salon de coiffure. J'ai par exemple 2 ou 3 salariés. Vous me demandez de passer de 1400 à 1600 €. Ça va me coûter 200 € de plus par mois. Sous quelle forme exactement vous me compensez si je suis le patron de ce salon de coiffure et à quelle hauteur de ces 200 € vous souhaitez me compenser? On va regarder. Non mais là, on ne va pas regarder. Maintenant, il faut dire à peu près comment on va faire. J'allais vous répondre. Alors comment Allez-y. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement les mêmes choses qui a été fait pendant la crise du Covid, où je vous rappelle que l'État a mis 240 milliards pour toutes les entreprises, y compris celles qui versent les dividendes. S'il vous plaît, Olivier, laissez répondre. On va se concentrer dans dette avec trois outils. Un outil qui pourra être des crédits, par exemple, à 0%, voire à taux d'intérêt négatif, de façon à ce que ça ne pose pas de problème pour la suite. Deuxième forme d'aide, qui pourrait être des aides directes à ces entreprises sur un certain temps. Mais ça n'a pas été déterminé encore? Comment? Ça n'a pas été encore déterminé? Attendez, nous, on est le seul groupe, le Front Populaire, à avoir fait un budget aussi détaillé. D'accord, ok, d'accord. Les autres n'ont pas produit. Ou quand ils en ont produit, c'est une loi de programmation des finances publiques qui a été produite et qui n'est absolument pas crédible. Tous les experts le disent. Donc que nous disent pas, vous n'avez pas déterminé exactement les mécanismes. Nous, là, je vous donne les mécanismes. Il y a des aides directes, des crédits bonifiés et un fonds de solidarité qu'on va mettre en place. Et votre salon de coiffure, le temps qu'il passe le cap, on va l'aider à passer ce cap-là. On a fait la comparaison avec le Covid tout à l'heure. Oui, une crise mondiale. J'estime que ce pays, dans l'état où nous laisse le macronisme, mérite d'être reconstruit. Tant en termes de grands travaux proposés par l'État qui vont aussi alimenter. Je vais répondre. Mais non, parce que là, vous faites y compris en termes justement de faire en sorte que le pouvoir d'achat des Français, qui a été attaqué notamment depuis 2 ans pour les salariés, puisse à nouveau se rehausser et que ce monsieur qui me parle, eh bien à nouveau, il y a des gens qui ont suffisamment d'argent pour acheter ces produits. Donc le temps que ça se passe, le temps que se mette en route ce mécanisme, il vous a dit qu'il allait augmenter politique de la demande, eh bien nous allons faire en sorte. Nous allons faire en sorte. Alors, qu'on comprenne bien. Vous nous dites que grâce à cette augmentation de salaire, ils pourront aller acheter plus de produits chez ce traiteur, qui va gagner plus de chiffre. Oui, et donc en attendant que ça soit le cas, eh bien ce traiteur, à partir du moment où bien évidemment nous aurons des pièces comptables, il sera aidé par l'État. À quelle échéance, juste Éric, à quelle échéance ça arrive ça? Votre aide?
Parce que lui, s'il doit verser à la fin du mois de juillet un nouveau salaire. Non, mais de la même manière, on a su le faire. Je fais la comparaison avec le Covid parce qu'il y a des gens qui sont retrouvés dans des difficultés. Là, c'est des difficultés qui seront mineures, on s'entend, d'accord, qui vont concerner beaucoup moins d'entreprises. Il y a très peu de secteurs. Il y a des études qui ont été faites. Mais on sait si c'est au bout de 3 mois, ou 6 mois, ou d'un an. Non, ça peut être rapidement, dès cet été, avec des décrets, de faire en sorte... S'il vous plaît, est-ce que tout ceci, tout ce que vous allez mettre en place pour aider les salariés, on le sait, ça va coûter de l'argent, des aides, etc., ça va plomber encore plus la dette? Non. Donc, je peux vous affirmer qu'on ne fera pas pire, on fera même mieux que le gouvernement de ce point de vue-là. Comment? Je vous explique. Je vous ai dit tout à l'heure, pour les aides d'entreprise, qu'il y a 223 milliards qui existent, qui coûtent déjà à l'État, donc nous allons les redistribuer autrement. Donc là, je vous donne la réponse. Il faut comprendre une chose, c'est que, hors dette Covid, la dette, depuis 2017, elle a augmenté par une baisse des recettes, pas une augmentation des dépenses publiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est François Ecal, qui est un économiste très libéral, qui l'autre jour s'est exprimé, s'est documenté également. Parce que le gouvernement a fait des baisses d'impôts massives, et notamment pour les plus riches. 57% des Français n'en ont absolument pas profité, et donc ça culé. Donc ce que nous disons, c'est que nous allons récupérer une partie, 92% des Français ne seront pas concernés, une partie de ces baisses d'impôts, déjà pour faire en sorte de financer ce que nous proposons. Et donc, nous n'augmenterons pas la dette. Alors, on est dans une situation, ça c'est la deuxième réponse que je fais, et là je suis d'accord avec vous, voyez, c'est qu'il faut regarder le pourcentage de PIB. La dette aujourd'hui, elle est, en gros, elle est 8% de PIB. Elle va, même avec le macronisme, qui d'ailleurs propose une loi de programmation... Restez sur votre programme. Elle va arriver à environ 2,7%, d'accord, de charge de la dette. D'abord, on peut l'assumer. Arrêtons de laisser penser que notre État est en faillite. Là, on vient de lever des emprunts sur les marchés. La France est un tellement bon placement que vous avez eu 2 fois plus de demandes que d'offres. On a même prêté un taux inférieur. Aucun souci de dette. Non, il n'y a pas un souci, nous ne sommes pas en faillite. Par contre, il ne faut pas faire de la dette pour de la dette. Et quand vous faites de la dette pour faire baisser, pour faire gagner de l'argent qui part ensuite en dividendes, c'est de la dette improductive, ça ne sert à rien. Par contre, je pense qu'il faut peut-être faire en sorte de s'appuyer en partie sur la dette, notamment pour la transition écologique, qui est quand même le gros problème que nous avons affronté et sur lequel nous savons que le gouvernement n'a pas mis ce qu'il fallait. Sur les fonctionnaires, Monsieur Coquerel, et soyez sympa quand je vous dis... On augmente de 10% le point d'indice des fonctionnaires qui ont perdu de l'argent depuis des années. Et on a du coup un problème de recrutement dans des secteurs essentiels, enseignement. Et là, vous le financez comment ? Bien, nous le finançons. Avec tout ce que vous avez raconté. Des secteurs, alors là où on met le paquet en termes de pouvoir d'achat, parce que ça nous permettra à nouveau de pouvoir recruter du personnel qui est trop mal payé dans ce pays et qui est en dessous de la moyenne de l'OCDE. On préfère installer une société qui arrête de doubler les dividendes en les montant à 98 milliards d'euros, des dividendes. Et le remettre dans les fonctionnaires. Mais rien pour les salaires, les vrais. C'est toute une logique qui est différente. Et moi, je peux vous assurer que si on prend une petite part de ces dividendes qui font qu'on a les records de ROT en augmentation de... Ils iront les prendre ailleurs, les dividendes, M. Coquerel. De cette part des profits qui n'est pas investi, ces gens-là auront peut-être un petit peu moins d'argent qu'ils ont gagné pendant des années. Non, Monsieur Cyr, parce que à tout le monde. Comme il ne reste qu'une minute, le RN n'était pas représenté parce que nous sommes obligés par rapport au quota de temps. Il y a déjà de l'avance qui a été prise sur RTL M6. En 2 mots là-dessus, d'ailleurs, je crois que Jordan Bardella va prendre la parole dans la matinée pour nous en dire plus. L'essentiel de la mesure principale du RN concernant les salaires se rapproche de ce qui est proposé par Renaissance, c'est-à-dire qu'eux proposent d'avoir une exonération de charges si vous augmentez vos salariés de 10% jusqu'à 3 SMIC, donc c'est à peu près 4 000 € par mois. Là, vous n'avez pas de charge sur cette augmentation que vous accordez. On est bien d'accord, on conclura là-dessus que, quoi qu'il arrive, l'augmentation de la diminution des charges que l'on entend revenir chaque jour, c'est de toute façon, à un moment ou à un autre, des services en moins. C'est un choix de société. C'est-à-dire qu'effectivement, vu qu'on appelle ça du salaire différé, vous savez, c'est-à-dire c'est de l'argent que vous mettez de côté dans un système commun qui vous aide le jour où vous êtes au chômage, le jour où vous partez à la retraite ou le jour où vous êtes malade. Sinon, vous avez une société qui ressemble à des chauffeurs VTC.